Marty. Comment? Je peux enlever. Bonsoir et bienvenue à ce nouvel Hebdo Live. Donc, la thématique de ce soir sera l'international. Donc, avec nous, Stéphane Seller, le directeur du développement international, Cédric Zaccardi, qui est co-responsable de la majeure structure et co-responsable de la formation franco-allemande, Marie-Thérèse Auclair, co-responsable de la majeure structure et matériaux et responsable de la formation franco-québécoise. Nous avons également 3 étudiants avec nous, donc Marie Marty, qui est étudiante en 3e année de la formation franco-québécoise, Théo Werenbourg, qui est étudiant en 3e année de la formation franco-allemande, et Gwen André, qui est étudiante en 4e année en majeure aéronautique et espace et qui parlera de son stage qu'elle a effectué en Union européenne. Donc, on va commencer par Cédric Zaccardi qui va présenter rapidement la formation franco-allemande. Merci. Donc, effectivement, je suis co-responsable d'une formation franco-allemande, plus particulièrement d'ingénieur en production et automatisation. Donc, c'est une formation qui se déroule en 5 ans à l'EPF et qui a la particularité de se dérouler complètement en double localisation géographique, on va dire, entre Sceaux, l'EPF, et du coup la Hochschule Munich, à Munich, en Allemagne. Voilà, donc les étudiants passent notamment 2 années complètes en Allemagne pour suivre des cours là-bas en allemand, bien entendu, mais également pour faire de nombreux stages, que ce soit en Allemagne ou plus largement en Union européenne et aussi à l'international. Ok. Marie-Thérèse, je te laisse présenter la formation franco-québécoise. Oui, donc pour la formation franco-québécoise, elle se déroule donc sur 3 années en fait. La première année à l'EPF, la 2e année se passe à l'université de Sherbrooke, donc avec les Québécois, et la 3e année à l'EPF avec des Québécois qui viennent. L'échange est limité à 15 élèves, donc 15 Français, 15 Québécois. C'est un échange assez original qui existe depuis une vingtaine d'années. Et après, les étudiants vont dans la majeure de leur choix. La faculté à Sherbrooke, c'est la faculté de génie mécanique. C'est une petite coloration mécanique, mais après, ça n'empêche pas les étudiants de rejoindre le campus et la majeure de leur choix en 5e année. Voilà, donc Sherbrooke, c'est à 150 km à l'est de Montréal. Top, merci. Voilà. Stéphane, je te laisse présenter le service international et tout ce qui est possible de faire avec ce service. Oui, tout à fait, la direction. Donc, alors, Stéphane Seiler, donc, je suis content d'être avec vous. Donc, voilà, je représente la direction du développement international parce que vous savez, donc, l'international est une compétence clé, donc, chaque curriculum d'un étudiant, d'un futur ingénieur. Hein. Et à l'EPF, comme dans beaucoup d'autres écoles d'ingénieurs, voilà, donc, les élèves, ils ont l'obligation d'effectuer un séjour à l'international, à l'étranger, donc, ce qu'on appelle une expérience internationale obligatoire. Donc, souvent, je dis, donc, le O dans obligatoire, c'est plutôt O comme opportunité. Hein, parce que, donc, partir à l'étranger, donc, peut évidemment contribuer à l'acquisition de beaucoup de compétences. On aura peut-être l'occasion d'en parler, et non seulement des compétences linguistiques. Voilà. Mais, donc, du coup, la direction du développement international, justement, c'est notre travail d'accompagner les élèves donc, qui vont effectuer une mobilité internationale, même par les temps qui courent, hein, voilà, et de nouer des partenariats, donc justement pour permettre aux élèves de partir et d'autres de venir. Voilà, mais grosso modo, donc, quelles sont les possibilités des élèves? Ils peuvent donc effectuer cette expérience internationale sous forme de séjour d'études dans une université partenaire, sous forme de stage ou sous forme de double diplôme. Mais j'aurai certainement l'occasion d'en dire un peu plus. Alors, on commence à avoir des questions, notamment sur le Covid. Le Covid ne complique pas trop les déplacements à l'international?
Alors, donc, je pense que Cédric, Marie-Thérèse, etc., donc, peuvent compléter. Donc, tout à fait. Donc, le Covid, compliqué. Disons que rend les choses moins faciles. Hein. C'est-à-dire que nous avons, en tout cas pour l'école, décidé de maintenir les mobilités là où c'est possible, sous un strict protocole évidemment sanitaire. Hein, donc, on ne va pas envoyer des élèves dans des pays à risque, etc., ou là où c'est très compliqué. Évidemment, donc vous savez que certaines frontières sont fermées, d'autres difficultés peuvent comment dirais-je, arriver, à savoir la délivrance des visas parfois ou l'absence de vol simplement. Mais là où c'est possible, et c'est pour ça on a noué des partenariats évidemment donc très forts. Donc nos partenaires nous font confiance et là où c'est possible, on envoie des élèves et on les accompagne, hein, bien sûr. Mais la mobilité aussi peut prendre d'autres formes. Parfois des partenaires proposent des enseignements à distance aussi, hein, voilà, ou quand la mobilité n'est vraiment pas possible, dans ce cas-là, donc on décide au cas par cas avec l'étudiant et on trouve évidemment des solutions. Mais notre but, c'est de maintenir les mobilités là où c'est possible, parce que malgré tout, une expérience à l'international, c'est souvent quand même une expérience inoubliable. Voilà. Alors, on a une question concernant les admissions pour les formations binationales. Donc, je ne sais pas si Marie-Thérèse voulait répondre, ou plutôt les étudiants, Théo ou Marie, parce que c'est eux qui ont vécu peut-être les admissions. Alors, juste pour dire, pour la franco-québécoise et franco-allemande, donc c'est sur dossier et entretien. Donc après, je ne sais pas comment les étudiants ont vécu ces entretiens et cette voilà. En passant par Parcoursup. Ouais. Théo, je te laisse la main et après Marie, tu répondras. Pas de souci. Du coup, effectivement, l'entretien se déroule devant un jury composé généralement de 2 personnes. Donc, concernant les franco-allemands, devant un professeur d'allemand et un autre professeur. Moi, personnellement, c'était notre professeur d'allemand et une professeure de chimie. Donc, c'est généralement des questions simples en français sur l'ambition professionnelle, sur qui on est, pourquoi on veut intégrer la formation franco-allemande. Et ensuite, on a une partie en allemand cette fois-ci, où on a des questions basiques et ensuite un peu plus techniques sur ce qu'on souhaite faire justement après cette formation franco-allemande. Mais l'entretien se passe plutôt bien, on est facilement à l'aise et il y a un bon contact, directement entre le professeur et l'élève qui passe l'entretien. Ok. Marie, toi, de ton côté? Du coup, les entretiens, ça se passe d'abord quand on arrive sur le campus, on est accueilli par des élèves. Donc, les élèves vont aussi nous expliquer un peu la formation, aussi réussir à nous mettre à l'aise. Donc, après, ils vont nous accompagner jusqu'à l'entretien. Et une fois, donc, on passe l'entretien, pareil pour la FQ, c'est deux professeurs qui nous font passer l'entretien. Pareil, ils vont nous juger sur la motivation, demander ce qui nous motive, qu'est-ce qui nous intéresse aussi. Par exemple, les majeurs qu'on veut faire à l'EPF, notre projet. Puis, ouais, c'est vraiment sur la motivation qu'on va nous poser des questions sur notre projet, comment on se construit. Ok. Et est-ce qu'on vous pose des questions concernant le niveau d'anglais? Parce qu'on pourrait se dire Canada. Alors, ça dépend des jurys. Il y a des jurys où il va y avoir des professeurs d'anglais. Donc là, ils vont poser des questions en anglais. Mais c'est pas... Entre guillemets, on n'a pas besoin d'un niveau en anglais. Parce qu'on va au Québec qui est francophone. Tous les cours sont en français. Donc l'anglais n'est pas, entre guillemets, une compétence nécessaire. Il faut savoir parler anglais pour être ingénieur. Mais pour aller au Québec, entre guillemets, pour la formation, il faut un niveau normal. Ok. Et Théo, question sur Parcoursup, parce que du coup, c'est sur Parcoursup. Comment tu as réussi à bien trouver la formation franco-allemande sur Parcoursup? Pour la trouver, moi, j'ai fait le salon de Strasbourg, où en fait, j'ai été voir directement le stand de l'EPF sur la formation franco-allemande. Et après, sur Parcoursup, du coup, je me suis inscrit directement sur la franco-allemande, mais également sur la généraliste. Et ce que j'ai préféré peut-être sur la franco-allemande, c'est justement ce rapport entre l'industrie, ce qui m'intéressait, l'industrie française et l'industrie allemande, pouvoir me servir plus tard de ces deux forces pour en fait construire le meilleur parcours professionnel possible, mais également l'aspect culturel, car l'allemand c'est une langue qui m'intéresse énormément,
Et je suis content aujourd'hui de maîtriser cette langue voilà, avec le français. Ok, merci. Gwen, on va te donner la parole pour que tu puisses partager ton expérience à l'international, puisque cette année est un peu compliquée point de vue Covid. Donc toi, tu as quand même pu faire ton stage. Est-ce que tu peux en parler, s'il te plaît? Oui, il n'y a pas de souci. Donc moi, je suis partie au Royaume-Uni. Donc je suis partie sur 4 mois à partir de septembre. Enfin, 4 mois. J'ai dû revenir au bout de 2 mois et demi à cause du confinement là-bas, justement. Mais ce n'est pas pour autant que mon stage s'est arrêté à ce moment-là. Justement, j'ai continué mon stage à distance, tout en étant en fait en communication permanente avec mes employeurs, avec l'entreprise, où on a pu en fait construire un projet différent, ce qui a pu permettre de construire quelque chose de différent à partir de ce que j'avais pu acquérir sur la première partie qui était en présentiel. Et donc moi, mon stage consistait en la maintenance d'avions sur la première partie, et puis la création de bases de données pour aider à la maintenance sur la deuxième partie. Ok. Et tu as pu garder ton même tuteur, ou il y a dû avoir un changement de tuteur justement par rapport au changement de mission? Non, pas du tout. On avait le même. Enfin, on était surtout. Le chef d'atelier nous cadrait sur la première partie, mais c'était le directeur qui était notre tuteur de stage, et il est resté notre tuteur de stage sur la seconde partie aussi. Donc c'était lui notre interlocuteur privilégié sur ces deux parties dès qu'on avait un problème ou dès qu'on avait des questions à poser. Ok. Et comment ça s'est passé point de vue Covid en Angleterre? Parce que c'est vrai qu'ils ont eu une vague un peu plus tardive que nous. Toi, tu as pu vivre de manière normale, entre guillemets, en début de stage? C'est ça. Le week-end, je pouvais aller visiter, les musées étaient ouverts, il y avait beaucoup de choses ouvertes au niveau, en tout cas en tant que touriste, je pouvais découvrir la culture anglaise le week-end. C'est vrai que le week-end juste avant, enfin le week-end où Boris Johnson a annoncé que le confinement était mis en place, c'est vrai que là on a dû prendre les dispositions parce que c'est vrai que tout de suite le niveau des transports pour rentrer en France, ça a commencé à vraiment se réduire, et donc on avait un peu peur de ne plus pouvoir rentrer au bout du compte, et au vu du variant, je crois qu'on a eu raison. Oui, tout à fait. Merci. Stéphane, on a une question. Est-ce qu'il est obligatoire de partir à l'international? Est-ce qu'il est obligatoire? Disons qu'en temps normal, oui. Donc, en temps normal, c'est une compétence requise pour la diplomation. C'est-à-dire que la CTI demande à chacun des élèves de valider une expérience internationale. Donc, ça, c'est en temps normal. Et d'ailleurs, je ne peux qu'encourager tout le monde à le faire, simplement parce que, comme je vous ai dit, c'est une opportunité. Donc, vous revenez avec, j'espère en tout cas, Quenteo, avec plus d'autonomie, avec une autre langue, la maîtrise de l'allemand, par exemple, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Voilà. Évidemment, la découverte d'un autre pays, évidemment, d'autres méthodes d'enseignement, et souvent quand même un réseau à la fois d'amitié et un réseau professionnel. Donc c'est pour ça, Lucie, sérieusement, j'encourage tout le monde à le faire. Cette année, depuis l'année dernière et encore cette année, c'est vrai que les déplacements sont un peu plus compliqués. C'est pour ça on permet aux étudiants, là où un déplacement n'est pas possible, de valider cette expérience internationale à travers d'autres dispositifs, soit le télétravail avec une entreprise à l'étranger, ou un laboratoire, soit éventuellement dans le cadre d'un stage ou d'un séjour en France, mais dans le cadre des activités internationales d'une entreprise. Voilà, du coup, cette année, on est un peu plus souple, mais en temps normal, on encourage fortement, et d'ailleurs, on est dans la même perspective que la CTI, ce déplacement à l'étranger, qui est vraiment, très souvent, j'espère, Quenteo, une expérience inoubliable normalement. Juste, on va rester avec toi encore concernant Erasmus. Quels pays sont concernés par Erasmus? Bon, alors vous savez, l'Erasmus, c'est un programme européen. Donc, c'est déjà tous les pays de l'Union européenne, mais attention, le programme Erasmus dépasse les frontières des pays membres de l'Union européenne. Donc, il y a évidemment aussi un certain nombre de pays associés. Voilà, qui font partie, par exemple, la Biélorussie, par exemple, la Serbie, un certain nombre de pays de l'ancien Yougoslavie, etc., font partie des pays associés.
Ok, donc du coup, voilà. Mais grosso modo, vous pouvez dire les pays européens, la majorité des pays européens. Donc c'est un programme européen qui permet donc d'obtenir alors soit une bourse, soit au moins le statut d'étudiant Erasmus pour un séjour ou un stage, un séjour d'études, un échange dans un pays européen membre de ce programme. Ok. Je reviens sur la période Covid. Théo, comment ça s'est passé pour l'Allemagne? Et peut-être, Cédric, tu pourras peut-être compléter d'un point de vue administratif. On fera la même chose après pour la partie franco-québécoise. Du coup, nous, sur notre premier semestre en Allemagne, on n'a pas été impacté par le Covid. C'est plus au retour des vacances entre le semestre d'hiver et le semestre d'été, où là, le Covid est arrivé. On a eu un report de 1 mois de la date de début de la reprise du semestre d'été. Et en fait, tous les cours ont été en ligne, ainsi que les examens. Ça a été, pour ma part, une adaptation à prendre, comme tous les étudiants. Le point positif, c'est que comme on est des petites formations, on a su vite s'adapter et chacun se mettre ensemble pour travailler, pour s'aider. Et chacun a mis de sa personne pour aider les uns et les autres. Là, c'était vraiment chouette. Et à la fin, tout le monde s'en est super bien sorti, vu qu'on est tous revenus en Allemagne sans trop de rattrapage. Et au niveau des cours, le contenu est resté super intéressant. C'est vrai que les profs se sont super bien adaptés à la situation, qui était vraiment difficile. Ils posaient des activités dans certains cours interactives et tout en proposant peut-être un contenu différent, mais en restant dans la thématique de la production et de l'automatisation. Et voilà, c'était pour ma part un peu dérangeant du fait qu'on n'était pas en physique pendant le cours, mais mais l'enseignement est resté le même, et voilà. Cédric, si tu veux compléter. Oui, donc effectivement, pour compléter, on a l'avantage en Allemagne, c'est que les deux pays sont quand même plutôt amis et ont beaucoup de relations, notamment universitaires, au sein de, par exemple, l'université franco-allemande qui chapeaute aussi la formation franco-allemande de l'EPF, en tout cas qui donne un label à cette formation. Et on peut aussi dire que finalement les conditions d'études en Allemagne sont relativement les mêmes que celles en France, c'est-à-dire pendant le confinement drastique de début d'année dernière, c'était la même chose en Allemagne. En ce moment, les étudiants peuvent retourner en cours en Allemagne pour soit en petits groupes, soit pour passer des examens. Donc là aussi, les étudiants retournent à l'université en présentiel. Et on a aussi, nous, de notre côté, comme la formation franco-allemande concerne un nombre restreint d'étudiants, les collègues allemands ont fait en sorte que les nouveaux arrivants français en Allemagne qui connaissent pas forcément l'université puissent quand même venir sur site, découvrir l'université en petits groupes et assister à des TP, par exemple, ou faire des TP. Donc voilà des choses qu'on a pu mettre en place pendant cette période de crise un peu particulière. Mais les mobilités entre les deux pays et l'accès au présentiel sont quand même renforcés, en tout cas privilégiés pour les nouveaux arrivants, et toujours entre la France et l'Allemagne, ça se passe plutôt bien. Ok. Et Marie, toi, du coup, au Québec, comment ça s'est passé? Alors, du coup, au Québec, quand en France, on a commencé à confiner, etc., au Québec, ça se passait beaucoup mieux en termes de l'épidémie. Du coup, c'est qu'à partir du moment où c'était confiné en France, que à l'Université de Sherbrooke, ils ont passé tous les cours en distanciel. Donc, on a d'abord eu une semaine, en fait, où l'université a passé les cours en distanciel, mais pour le moment, on restait au Québec. Et lors de cette semaine, par contre, on a eu des informations de l'EPF qui nous demandaient de rentrer. Donc pendant cette semaine, on a plutôt géré le retour en France, acheter les billets d'avion, voir au niveau des résidences aussi comment est-ce qu'on rendait nos chambres. Une fois que ça s'est fait, on est rentré en France. Et une fois en France, on a suivi donc les cours en distanciel avec le Québec. Donc en termes de décalage horaire, ça allait parce qu'on avait des cours, quand il était 8 heures au Québec, c'était 14 heures en France, donc on arrivait à suivre les cours. Et en plus, les cours via Teams, on pouvait les enregistrer. Donc, par exemple, les cours qui étaient plus tard le soir, on pouvait les regarder le matin.
et du coup avoir vraiment son propre rythme. Il y a aussi des professeurs qui faisaient que des vidéos qu'on pouvait regarder quand on voulait. Leur séance de cours, c'était des questions-réponses, donc on y allait si on voulait. Et du coup, ça nous a arrangé. Moi, personnellement, ça m'a pas mal arrangé parce que comme ça, je pouvais vraiment m'organiser comme je voulais une fois rentrée en France. Après, on a eu tous les examens en distanciel aussi. Donc là, pareil, avec le décalage horaire, il y a les horaires passés à peu près. On a dû demander peut-être une adaptation parce que ça nous est terminé très tard. Mais l'université derrière elle a accepté de bouger l'horaire. Mais sinon, ça s'est plutôt bien passé. C'est-à-dire que ça n'a pas été stressant. On a eu des infos des deux côtés. On a pu vite comprendre ce qu'il fallait qu'on fasse pour rentrer. Après, dans la promotion, il y avait des gens qui avaient des stages au Québec. Eux, ils sont restés au Québec. Au niveau de leurs stages, ils ont réussi aussi à garder des stages, mais leurs stages ont changé. C'est-à-dire que certains stages ont été annulés et par derrière, l'université leur a retrouvé des stages. Donc, ils ont quand même pu faire leur stage au Québec. Ok. Marie-Thérèse, tu peux compléter? Oui, alors côté en France, donc nous, on avait les Québécois que le Québec a rappelé aussi, donc on les a renvoyés. Et là, on a dû faire les cours avec le décalage horaire, mais pour le coup, qui n'était pas dans le bon sens, qui nous a créé des cours très tard le soir pour les professeurs, mais bon, on l'a fait. Et pour la rentrée, par contre, de septembre, la rentrée de septembre a été tellement difficile, les conditions étaient tellement drastiques au Québec pour accueillir les étudiants qu'elles étaient complètement dissuasives. Et il faut bien savoir que tant l'EPF que l'Université de Sherbrooke ont mis tout ce qu'ils pouvaient en œuvre pour faire l'échange, pour maintenir l'échange. On n'a pas du tout dit, on faisait le maximum qu'on pouvait dans le respect des règles. Et du coup, donc, on n'a pas pu les envoyer, mais on a trouvé, avec le service international, une autre solution pour eux. Et c'est-à-dire qu'on a envoyé le groupe à l'université de Brno, en République tchèque, où ils sont actuellement. Ils sont à distance, mais ils sont plus près de la France. Et voilà. Et là, on redémarre la cohorte avec des élèves qui vont pouvoir repartir au Québec en septembre prochain. Voilà. Ok. On a des questions un peu pratiques concernant tout ce qui est chambre universitaire pour du coup, Québec ou Allemagne. Comment ça se passe? Alors moi, si je... Vas-y. Peu importe. Mets tes mots si tu veux et après peut-être côté FQ. Du coup, côté FA, on est logé à la Studentenstadt. Ça porte son nom, c'est une ville étudiante. C'est une sorte de grande résidence étudiante composée d'environ une vingtaine de bâtiments. Donc, en fait, l'EPF possède un certain nombre de chambres universitaires qui sont réparties à travers ces 20 bâtiments. Et donc, chacun possède une chambre. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans certaines chambres sont équipées de salles de bain individuelles, par exemple. D'autres, c'est des salles de bain communes sur l'étage. Par contre, aucune chambre que possède l'EPF ne possède de cuisine. Donc, en fait, il faut partager la cuisine avec les membres de l'étage. Ce qui est vraiment bien, je trouve, c'est que c'est ce côté partage qu'on a à la Studentenstadt. C'est vraiment, on est en contact avec le monde entier, car il y a vraiment des étudiants de tout horizon. Et donc, vraiment, il y a vraiment ce contact encore de la Hochschule de Munich qui est avec les autres résidents de la Studentenstadt. Et c'est vraiment intéressant et on peut vraiment rencontrer des amis et des personnes d'horizons différents et d'échanger sur des sujets assez différents. Ouais. Marie-Thérèse, côté franco-québécois? Donc, côté franco-québécois, donc il y a des résidences, je pense que Marie en parlera mieux que moi, dans lesquelles on a possibilité d'avoir des chambres qui sont des chambres individuelles ou doubles, mais avec des espaces cuisine justement qui sont communs. Je pense que Marie, ça sera mieux que moi pour en parler. Les chambres, déjà, pendant la première année, on est accompagné pour les démarches, donc c'est-à-dire qu'on est accompagné pour réserver les chambres par l'administration. Donc, une fois qu'on a réservé des chambres, donc c'est des chambres individuelles, il y a plusieurs tailles de chambres, on a des plus grandes et des plus petites. Au niveau des espaces communs, les douches sont communes à chaque étage et les cuisines sont communes à un bâtiment. Après, c'est des petits bâtiments, donc ça s'arrange. Et puis aussi, il y a pas mal d'étudiants internationaux et en fait, on n'a pas du tout tous les mêmes horaires pour manger. Donc, c'est-à-dire qu'en fonction de l'horaire où on arrive, on ne va pas retrouver les mêmes personnes, les mêmes nationalités, etc.
Et pareil, ce qui est super en résidence, c'est qu'on va découvrir des gens de plein d'horizons. Et en fait, il n'y a pas beaucoup de Québécois, mais il y a beaucoup d'étudiants internationaux dans les résidences. Donc, ça permet vraiment de découvrir plein de cultures, de découvrir plein de personnes, des langues aussi, des choses comme ça. Et c'est un vrai échange. Après, il y a aussi la possibilité de demander à être avec les gens de la classe dans les résidences pour envoyer un mail aux résidences à Sherbrooke. Et ils nous répondent et il n'y a pas eu de souci. Cette année, on s'est retrouvés à 8 dans un même bâtiment. Donc, on n'avait pas fait exprès, mais on était pas mal regroupés. Et les autres personnes de la classe étaient aussi ensemble avec les personnes avec qui elles avaient demandé. Et Sherbrooke, c'est un grand campus parce qu'on se dit taille à l'américaine. Alors, à Sherbrooke, il y a plusieurs facultés. Nous, on nous conseille de prendre les résidences qui sont juste à côté de la faculté de génie mécanique. Donc, on est vraiment à peine 5 minutes à pied. Donc, c'est pratique, ouais. Ok. Gwen, j'ai juste une question concernant ton stage. Comment tu l'as trouvé? Alors, je l'ai trouvé via... l'EPF propose une base de données les anciens stagiaires, anciens élèves qui ont eu des stages dans certains pays, qui peuvent être refaits d'une année sur l'autre. Donc, mettre leur nom et l'entreprise afin de pouvoir contacter celle-ci et donc de pouvoir, pourquoi pas, avoir un stage à ce moment-là. Donc, c'est par ce biais que j'ai trouvé et donc c'est grâce à un ancien élève maintenant, je crois, qui avait fait ce stage avant moi, qui a pu me donner toutes les coordonnées. Et est-ce que tu as appréhendé le fait de travailler qu'en anglais? Tu avais déjà un niveau suffisant en anglais ou on t'a fait un test de langue en amont? Alors, pas du tout. Ça a été très rapide pour l'entretien. Je crois qu'ils avaient l'habitude d'avoir des étudiants de l'EPF, donc ils avaient une certaine confiance dans le niveau des élèves de l'EPF. Et en fait, par la suite, ça a été une question d'habitude. Au départ, on est un peu timide quand on arrive. C'est vrai que j'appréhendais un petit peu avant de me dire, oh là là, si je comprends rien, et en fait, finalement, ça se fait très vite puisqu'ils répètent, et au final, l'oreille se s'entraîne très vite. Et à la fin, au départ, par exemple, je ne comprenais pas du tout ce qui se discutait autour de moi. Il fallait qu'on me parle directement pour que je comprenne. À la fin, je comprenais les discussions qui se passaient autour de moi aussi. Ok. Donc, du coup, à la base, il y a une incompréhension de la part des employeurs qui te disent « Ok, on sait que tu es français », ils acceptent le fait de devoir répéter Complètement. On sentait du coup, ça fait quand même des années et des années qu'ils emploient, qu'ils prennent des stagiaires français de l'EPF, mais pas que de l'EPF. Il y a aussi d'autres écoles d'ingénieurs françaises. Et ils ont une habitude aussi au niveau de la pédagogie aussi pour nous apprendre à réaliser les tâches qui sont nécessaires et à nous apprendre les choses qu'on a besoin. Donc, sincèrement, j'ai pas eu de problème au niveau de l'anglais. J'avais pas un niveau très haut au départ. Et je vois par contre que je me suis vraiment améliorée là-bas. Okay. Et comment s'est passée ton intégration justement dans l'entreprise ou dans le pays? Alors j'ai eu une première chance, c'est de loger chez l'habitant. Donc loger chez l'habitant m'a permis de vraiment déjà me rentrer complètement dans le rythme de vie anglais et dans les coutumes anglaises, qui sont en fait, même si c'est un pays très proche de nous, assez différentes. Et puis ensuite, dans l'entreprise, le fait d'avoir... c'est vraiment, j'ai pas eu de problème puisque pour m'intégrer, puisque vraiment l'ambiance sur site, l'ambiance de l'atelier est vraiment très amicale, toujours dans l'entraide. Ils disaient n'hésitez pas pour poser des questions, et ils n'hésitaient pas aussi à nous traiter comme des collègues finalement et à nous raconter parfois leur vie aussi. Et donc, ça permettait d'avoir un lien amical avec certains collègues et c'était vraiment sympa. Ok. Stéphane, on a une question pour toi. Quelles sont les opportunités de double diplôme à l'EPF? Alors, donc, on a une multitude. Donc, les doubles diplômes, vous savez, donc, en gros, il y a pas un parcours prédéfini, en fait. Ça dépend de la majeure.
hein. C'est-à-dire que du contenu du programme, ça dépend du partenaire, ça dépend des pays, etc. C'est-à-dire que la majorité de nos doubles diplômes se font au niveau cycle M, donc au niveau des majeurs, voilà, et il y a plusieurs formules, hein. C'est-à-dire que grosso modo, on peut dire que, alors c'est que c'est un double diplôme, c'est grâce à un séjour chez le partenaire, donc je reviens avec le diplôme du partenaire, hein. Parfois, donc il y a donc des parcours vraiment adaptés en fonction des, comment dirais-je, des exigences du partenaire et des nôtres, mais les programmes évidemment donc sont vus et revus par les deux partenaires, et grosso modo au niveau du fonctionnement, donc on passe, on va dire une année et demie donc à l'EPF et une année un peu plus, un peu moins, donc à l'étranger chez le partenaire, hein. Juste à titre d'exemple, donc vraiment on a des doubles diplômes un peu partout dans le monde. On a des doubles diplômes à Bilbao, justement à Sherbrooke, à Chicoutimi, donc à Karlsruhe en Allemagne, donc aussi. Donc, on a un double diplôme à Georgia Tech, hein, donc à Atlanta, par exemple, hein, au Tech de Monterrey au Mexique, à Moscou en Russie, même en Ouzbékistan. Bon, donc, du coup, vraiment, il y a une multitude de destinations, voilà. Et les parcours, à nouveau, ils peuvent légèrement varier. Parfois, on part un peu plus tôt, parfois, on reste un peu plus longtemps, etc. Mais grosso modo, c'est une année, plus ou moins, voilà. Évidemment, donc, c'est des programmes adaptés à la majeure. Donc, par exemple, en aéronautique, évidemment, donc c'est la responsable de cette majeure aéronautique qui a vérifié avec les partenaires à Moscou, évidemment, que les programmes correspondent, voilà, qui correspond donc justement donc à ce que l'étudiant aurait fait ici s'il n'était pas parti. Voilà, et ma dernière remarque sur les doubles diplômes, à nouveau, c'est une très belle opportunité, non seulement d'effectuer donc son séjour à l'étranger, mais aussi en peu de temps, en espace de 2 ans et demi, de revenir avec 2 diplômes, hein. Voilà, et donc en gros, ça vous ouvre 2 marchés de l'emploi, hein, et ça prouve que vous êtes capable de décrocher, on va dire, donc 2 diplômes, un diplôme étranger. C'est le cas d'ailleurs aussi de la franco-allemande et de la franco-québécoise. Donc voilà, de décrocher, de valider des contenus, de valider des crédits, de revenir avec, on va dire, des compétences, voilà, dans les 2 pays. Et donc 2 marchés de l'emploi. Voilà. Marie-Thérèse, est-ce que tu pourrais compléter, par exemple, pour la majeure structure et matériaux, quel double diplôme il est possible de faire et notamment quel niveau est attendu? Parce que c'est vrai que c'est souvent la question qui est posée, c'est quelles sont les démarches, quel niveau il faut pour pouvoir faire un double diplôme? Là, dans le cadre de ta majeure de structure. Oui, ben, on peut parler avec Cédric parce qu'on est tous les deux responsables de la majeure. Moi, je vais parler par exemple de la maîtrise avec l'Université de Sherbrooke qui, elle, demande 3 semestres supplémentaires, donc les 2 semestres de 5e année plus un autre. Alors, bien sûr, c'est des niveaux assez exigeants quand même au niveau de… Il faut avoir vraiment envie de le faire et avoir un bon niveau. Ça, c'est sûr que c'est pas… il faut des lettres, il faut avoir des bons bulletins, il faut avoir des lettres de recommandation des professeurs. Et donc, c'est sûr que c'est un niveau un peu plus exigeant, mais c'est tout à fait possible de le faire. Tu penses à d'autres diplômes, Cédric, par exemple, avec… donc, il y a Georgia Tech. Voilà, c'est possible aussi. L'accès est possible, c'est dit. Donc, pour vous dire, sur Georgia Tech, on a 2-3 élèves par année de notre majeure, hein, structure et matériaux. Donc, c'est assez peu. Mais bon, mais les résultats sont bons. Enfin, les élèves qu'on a envoyés ont toujours obtenu de très bons résultats et il n'y a pas eu de problème, quoi. Mais on envoie quand même des élèves de bon niveau. Il y a des entretiens, il y a de la sélection. Il y a aussi Bilbao, par exemple, donc Espagne. Ouais. En plus des doubles diplômes, bon, je tiens quand même à signaler tous les échanges possibles en semestre uniquement, cette fois, bon, qui ne conduisent pas forcément à un double diplôme, mais là, le spectre de partenaires est bien plus élevé encore, et je trouve que les opportunités sont nombreuses, y compris dans des universités réputées, que ce soit l'université du Politecnico de Turin en Italie, ou alors des universités en Norvège ou dans les pays scandinaves. Donc voilà, on a aussi beaucoup d'opportunités dans ces universités-là, en Europe ou en Asie également, à Singapour, à Taïwan, pour partir à l'étranger dans des bonnes universités reconnues internationalement. Et
Et c'est ça d'ailleurs donc le choix donc, que les étudiants ont. Certains, ils optent pour un double diplôme, d'autres, ils optent pour un semestre. Donc du coup, ça s'adapte à leur projet à la fois académique et à leur projet professionnel. Donc du coup, ça c'est un grand atout de l'EPF, de laisser un peu une certaine liberté de choix, parce qu'on peut valider cette expérience internationale par un séjour académique dans une université, par un stage ou par justement un double diplôme. Et donc là, ça dépend vraiment de l'envie de l'étudiant, bien sûr de ses résultats académiques, comme disait Marie-Thèse, voilà, donc, mais ça laisse beaucoup de souplesse. Nous sommes une école. Oui. Nous sommes une école généraliste. Bon, les majeurs que l'on a, c'est des spécialisations, mais c'est pas des spécialisations très poussées. Donc, pour des élèves qui s'intéressent spécialement à un secteur, ils peuvent faire un semestre spécifique dans une université dédiée, et ça, c'est très intéressant pour eux, surtout en 5e année. Et comment on connaît le classement, par exemple, parce que Cédric, tu as parlé du fait qu'on peut aller dans des bonnes universités, mais comment on connaît ce classement justement des universités, si elles sont bonnes, pas bonnes, spécialisées dans un domaine plus qu'un autre? Bon, je me méfie un peu des classements. On peut parler du classement de Shanghai, qui est quand même relativement connu pour le classement des universités. Mais attention, on a quand même beaucoup d'effets de masse des universités. Donc je dirais que bon, on a présélectionné quelque part des universités qui nous semblaient pertinentes. Donc c'est plutôt sur ça qu'on va se baser. Maintenant, on peut toujours regarder un peu des universités dans le classement de Shanghai, mais attention à ces classements qui font... Quand on dit bonnes universités, c'est plutôt par rapport à nos élèves et au devenir de nos élèves suite à leurs études dans ces universités-là. C'est plutôt comme ça qu'un classement quelconque. Et on voit quand les élèves qui ont fait un semestre ou une année à Georgia Tech, après on les interroge, nos élèves, on les suit quelque temps pour voir comment ils se placent sur le marché de l'emploi, si certains continuent à travailler à l'étranger, certains reviennent en France. Et voilà, c'est surtout par là qu'on fait notre réputation, je dirais, par le retour de nos élèves. Et ça, le service international est très présent, très attentif à ça. Absolument. Et donc, peut-être quelque chose qui me tient à cœur. Donc, nous avons à peu près 150 universités partenaires pour des échanges académiques. Voilà. Pourquoi cette multitude-là? C'est non seulement pour offrir évidemment un grand choix, un choix large donc, aux étudiants, mais aussi parce que le projet professionnel de chaque étudiant n'est pas le même. Alors, par exemple, on a choisi les universités et donc, du coup, le contenu académique des échanges, aussi en fonction, on va dire, un peu des spécificités rechercher. Alors, par exemple, quelqu'un qui souhaite se lancer dans la mécanique, dans l'automobile, etc., donc irait peut-être plutôt en Allemagne, peut-être en Italie, peut-être aux États-Unis, etc. Quelqu'un qui cherche plutôt l'environnement, les énergies renouvelables, irait peut-être un peu plus vers des universités scandinaves, etc. Donc, voilà. Quelqu'un qui cherche plus l'esprit start-up, innovation, irait peut-être plus en Israël, peut-être en Estonie, etc. Donc, vous voyez, donc, les universités, parfois, ils ont leurs spécificités, ils ont leur domaine où ils sont très forts. Voilà, et donc, du coup, cette multitude permet évidemment donc, aux étudiants de faire le choix en fonction de la qualité de l'université, mais en cohérence avec le projet professionnel, l'envie de l'étudiant. Okay. Théo, je te vois acquiescer, tu veux compléter la chose? Effectivement, je trouve que l'EPF propose vraiment une large palette d'échanges et notamment de partenaires internationaux, ce qui permet effectivement d'avoir entre guillemets tout type d'ingénieurs, comme le soulignait M. Zagar. C'est vraiment important pour une école de fournir des ingénieurs diversifiés et surtout ouverts au monde et à l'international. Et pour toi, tu penses que c'est vraiment un point fort d'avoir ce double diplôme franco-allemand? Moi, je trouve qu'effectivement, les points forts justement de la franco-allemande, c'est déjà, comme le soulignait au début M. Zaccardi, c'est effectivement les stages et l'ouverture professionnelle d'une part. C'est vraiment à chaque année de notre cursus, on a un stage sur différentes thématiques. Les 2 premières années sont basées sur des stages industriels et d'exécution pour découvrir le milieu ouvrier dans le monde industriel. En 3e et 4e année, on va plus se positionner sur des missions techniques. On va commencer à rentrer dans le vif du sujet de l'ingénieur.
pour finir en 5e année sur le PFE et le projet final, entre guillemets, de notre formation. Également, un point important, c'est la dualité franco-allemande, entre guillemets. C'est vraiment l'apport technologique, l'apport plus de l'industrie allemande qui est mêlée à l'industrie française, qui est intéressant et justement qui, pour ma part, plus tard, me permettra d'apporter à l'entreprise dans laquelle je serai ce côté ouverture internationale, même si on part que de l'Allemagne. Également, une dernière chose, pour moi, c'est vraiment important de ne pas rester seulement dans un pays, mais surtout d'ouvrir sa zone de confort et justement de se lancer dans un challenge qui a été l'apprentissage de l'allemand et que je ne regrette absolument pas et je suis hyper content de le développer chaque jour avec mes camarades. Et toi, Marie, du coup, tu penses faire ce double diplôme avec Sherbrooke du fait que tu as déjà fait ce semestre ou tu vas te diriger vers complètement autre chose? Après, avec la franco-québécoise, c'est un peu différent parce que à la fin de la 3e année, on rejoint le cycle majeur, donc on peut choisir la majeure qu'on veut. Donc en fait, potentiellement, on peut partir où est-ce qu'on veut après. On a accès à tous les partenariats de l'EPF, tous les doubles diplômes. Donc après, personnellement, je pense pas repartir. Enfin, il faut encore que je choisisse ma majeure. Sherbrooke, je pense pas qu'il m'intéresse en tant que tel. Pour le moment, il y a plus un autre double diplôme qui m'intéresserait plus pour repartir. Ce serait lequel? Ce serait celui à Liège. Donc c'est un tout récent, je crois que il a été ouvert l'année dernière. C'est un double diplôme en architecture avec la faculté de Liège. Il est un peu particulier. Donc c'est-à-dire on fait la 4e année en France. Et à partir de la 5e année, on part à Liège pour 3 ans avec une année d'harmonisation. Et après, on suit le master d'architecture à Liège. C'est un très bon double diplôme aussi. Stéphane, tu veux compléter les informations sur ce double diplôme? Bon, en gros, Marie elle a tout dit. Donc, c'est un tout nouveau parcours, effectivement, donc lié à la majeure, donc architecture durable. Voilà. Et donc, en gros, ça permet effectivement, après une année d'harmonisation, on va dire, donc de compléter le parcours donc à l'université de Liège et de finir avec une qualification, un diplôme, on va dire, ingénieur architecte. Hein. Donc, du coup, ça rajoute vraiment une autre compétence, une compétence supplémentaire, parce que souvent, les ingénieurs sont d'excellents ingénieurs, mais il leur manque un peu le côté design, architecture, etc., et vice-versa. Hein. Et là, donc, nos étudiants auront non seulement donc une expérience dans 2 pays différents, voilà, 2 pays amis et voisins, mais quand même différents, et surtout, donc, ils rentrent sur un marché européen, donc avec 2 diplômes, 2 compétences, et surtout, le diplôme est reconnu par la Chambre européenne des architectes, donc du coup, potentiellement, on peut exercer dans tous les pays en Europe, voire du monde. Voilà. Donc, c'est un tout nouveau double diplôme. Voilà. Donc, on a à la fois donc les doubles diplômes traditionnels, on va dire, donc et les nouveaux doubles diplômes. Et je pense que c'est le mélange qui fait que l'EPF est attractif. Oui, j'ai une question pour toi. Vu que tu as déjà fait ton expérience à l'international, est-ce que tu prévois de faire ton stage de fin d'études également à l'international ou tu veux t'arrêter juste sur ce semestre, parce qu'il faut valider à l'EPF au moins un semestre à l'international? Alors pour l'instant, je ne me ferme pas de porte. Je sais que malheureusement, avec les circonstances actuelles, c'est plus compliqué pour trouver un PFE à l'international. Tout simplement parce que les entreprises sont parfois un peu frileuses pour embaucher, surtout que c'est un stage assez long et qui peut potentiellement déboucher sur un poste derrière. Donc, pour l'instant, je ne me ferme pas de porte. Je sais que donc, je vais aller dans le domaine de l'aéronautique et du spatial, d'où ma majeure, mais je sais que je n'aurai aucun souci pour me déplacer et pour aller à l'international, justement parce que j'ai déjà testé ça et que j'ai réussi à me débrouiller. Donc, je n'ai pas peur de repartir seule et de vivre quelque chose d'autre. Si je peux me permettre, c'est une des caractéristiques des franco-québécois aussi, c'est qu'ils prennent le goût de l'international. Et très, très souvent, ils repartent, pas forcément à Sherbrooke d'ailleurs, comme disait Marie, ailleurs, mais très, très souvent, ils n'ont qu'une envie, c'est de refaire une autre expérience. Hein, et le font très, très souvent. C'est sûr que
c'est les seuls de l'école à partir d'une année complète dès la deuxième année, donc ça c'est assez particulier. Donc ils peuvent continuer, ils peuvent repartir, ça leur donne une maturité vraiment, on le ressent vraiment sur les étudiants de troisième année. Ils ont beaucoup d'autonomie et de maturité. Et sur la franco-allemande, le stage de fin d'études doit se faire en France ou en Allemagne? Ou à l'international. On a les 3 cas. J'avais des étudiants en Malaisie. Alors, c'était avant la crise sanitaire, mais vraiment nos étudiants franco-allemands, donc aussi partent en deuxième année complètement à l'étranger, et puis en quatrième année aussi. Et on a vraiment des étudiants qui sont parfaitement aptes surtout en dernière année, à partir à l'international, mener une mission d'industrialisation qui n'est pas forcément évidente dans des pays un peu compliqués, ou en Asie, où on vient voilà, travailler dans les métiers de l'industrialisation, parler d'automatisation, parler d'optimisation de chaînes de production. C'est pas toujours évident hein, dans les usines, et pourtant nos étudiants le font très bien, y compris en stage de fin d'études dans des pays en Asie, par exemple. Ouais, c'est pas forcément en Allemagne ni en France. Ok. On a une question plutôt, je pense, pour toi, Stéphane, concernant l'intégration des étudiants internationaux, binationaux. Comment ça se passe? Donc, je suis très content qu'on parle de ça aussi, parce que là, on a parlé souvent donc, des étudiants qui partent à l'étranger. Hein, mais il ne faut pas oublier qu'on accueille aussi des étudiants étrangers. Donc là aussi, hein, avec la crise sanitaire, c'est un peu compliqué parfois. Mais nous sommes très, très, très heureux, on va dire, de les accueillir. Donc, on les accueille en échange. Hein. On les accueille aussi dans certains doubles diplômes, hein, parce que certains doubles diplômes, justement, donc le mot double diplôme, ils sont réciproques, hein, donc on accueille des étudiants. Au niveau de leur intégration, évidemment, donc on leur permet d'avoir accès à nos cours et donc de valider des crédits qu'ils peuvent faire reconnaître après donc, par leur université d'origine. Certains étudiants internationaux donc, décident de nous rejoignent pour tout un parcours, voilà, donc ils restent avec nous, ils vont jusqu'au diplôme, voilà, donc ils font le diplôme de l'EPF, voilà, et en termes d'intégration, bien sûr, donc nous sommes là. Donc, déjà, tous les professeurs sont là pour eux, mais nous sommes là, donc à la direction du développement international aussi, pour les accueillir, pour faire une semaine d'intégration, etc., pour leur expliquer le fonctionnement, on va dire, de l'école, de la France, etc. Il y a des associations qui leur sont dédiées, par exemple European Student Network, ESN, etc., qui travaillent beaucoup avec nous et qui les aident à découvrir la France, à se faire des amis, etc. Et bien sûr, on aide aussi tout ce qui est démarches administratives, hein, titre de séjour, etc., pour des étudiants qui restent plus longtemps, recherche de logement, donc on donne des pistes, voire certains peuvent bénéficier donc des chambres dans des résidences universitaires, hein, comme Marie ou Théo. Voilà, donc du coup, on essaye de faciliter au maximum donc l'arrivée et l'accueil des étudiants. Et bien sûr, quand ils sont là, nous restons leurs interlocuteurs en lien, bien sûr, avec les responsables des différents programmes pédagogiques, hein, pour faire en sorte que leur séjour à l'EPF soit réussi et surtout, là aussi, inoubliable, je l'espère. Ils ont aussi des cours de français, ils ont accès à des cours de français via le FLE. Absolument. Donc, il y a des cours de FLE. Donc, plusieurs fois par semaine, ils ont des cours de FLE pour ceux qui parlent pas encore ou pas assez donc le français. Donc, ça c'est sûr. Voilà. Et aussi pour leur permettre justement de se faire des amis, de parler la langue donc du pays dans lequel ils étudient. Hein, donc, à nouveau, donc il y a plusieurs programmes spécifiques qui leur sont destinés. Donc, par exemple, on a un programme qui accueille essentiellement donc des étudiants sri-lankais, des étudiants chinois, par exemple, des étudiants venant du Cameroun, etc. Donc, les étudiants qui rejoignent l'EPF, ils viennent un peu partout, voilà, de tous les continents. Voilà, et je trouve que ça fait une vraie richesse aussi pour des étudiants français, on va dire, comme Théo, comme Gwen, etc. Parce que du coup, l'internationalisation, donc l'expérience internationale commence pas uniquement à Londres, à Munich, etc. ou au Québec. La rencontre avec l'international commence pratiquement dès la première année grâce aux internationaux qui sont chez nous. Voilà. Alors, le live va pas tarder à se terminer d'ici quelques minutes. Est-ce que vous pourriez tous dire un mot pour
pour convaincre les jeunes à s'orienter soit vers des formations binationales, soit à faire des échanges universitaires, des stages à l'étranger, justement pour avoir ce côté ouverture. Cédric, je te laisse commencer. Ouais, pour résumer, moi je reprends ce que disait Stéphane tout à l'heure. C'est une obligation, mais non, c'est surtout une opportunité pour nos étudiants de partir à l'international, de travailler ensuite à l'international et développer cet aspect international qui est très important dans le monde de l'ingénierie. Voilà. Théo? Moi, je pense justement que l'international, pour nous, futurs ingénieurs, c'est vraiment important car on est dans un monde qui évolue sans cesse. Et justement, on a beaucoup à apprendre des autres en fonction de leur méthode de travail, etc. Je pense que c'est important de comprendre l'autre qui n'est pas forcément sur le même continent que nous. Donc, c'est vraiment important d'avoir cette ouverture dès notre formation à l'international. Marie-Thérèse? Oui, même chose, hein, c'est vraiment très, très enrichissant. Enfin, je m'occupe de cette formation depuis assez longtemps. Je n'ai jamais vu un élève déçu de la formation franco-québécoise. C'est une richesse de relations avec les Québécois, puisque c'est un échange très réciproque. On accueille à peu près autant de Québécois qu'on envoie de Français. Ça crée des amitiés à vie, quoi. Ça, vraiment, outre les aspects pédagogiques, l'acquisition de connaissances, c'est une expérience à cet âge-là qui marque les jeunes. Moi, je dis souvent, on envoie des enfants et on récupère des adultes. Et ça, c'est très, très marquant. Marie? Ouais, exactement. Je trouve que c'est une expérience qui nous fait grandir, mûrir. On ne revient pas du tout le même que ce qu'on est parti. C'est vraiment. Puis ça donne envie de repartir, vraiment. On prend conscience qu'on est capable de faire des choses aussi. Quand on va à l'étranger, on se retrouve. Souvent, on quitte un peu le nid. C'est la première fois qu'on part vraiment. Et on se retrouve à vraiment se prendre en main, se prendre en charge. Et ça donne confiance. Ça donne confiance pour tout l'avenir, pour repartir, pour les études, pour la suite. Ok. Gwen? Oui, ce que je trouve, c'est aussi pareil que les autres, que c'est très enrichissant. Et surtout, ça permet vraiment de faire aussi on va à travers nos limites, en fait, puisque finalement, on a toujours été dans un milieu assez rassurant et assez encadré. Et là, on se retrouve seul dans un pays, en tout cas, dans le cas, si j'étais seule dans un pays que je ne connais pas, dans une langue que je n'ai pas l'habitude de faire pratiquer en temps normal, vraiment, j'avais tout à découvrir. Et le fait de devoir se débrouiller tout seul, vraiment, c'est aussi très formateur, autre que le fait qu'il y a le stage et tout ça. Et Stéphane? Oui, alors donc, quand on lit les rapports de nos étudiants qui reviennent de l'étranger, donc ce qui me frappe le plus, c'est que très souvent, ils nous disent, ils ont complètement changé le regard non seulement sur un autre pays, mais aussi sur leur propre pays. Hein, voilà, et donc ça, je trouve, c'est vraiment très intéressant parce que quand on a passé un temps à l'étranger, donc on change vraiment un peu aussi donc son regard sur ses propres habitudes entre guillemets et sur la façon de faire à la maison. Voilà. Et ma dernière remarque, là où je pense que nous pouvons être fiers d'une certaine manière, c'est que l'international est un peu partout à l'EPF, hein, donc parce que c'est non seulement donc les mobilités, mais c'est aussi des professeurs étrangers qui viennent enseigner, c'est aussi des cours en anglais, c'est aussi le département des langues pour apprendre des nouvelles langues, etc. Hein, c'est aussi des entreprises étrangères qui viennent, qui offrent des stages à l'étranger, etc. Donc c'est parfois des conférences sur l'international ou avec des conférenciers internationaux. Donc, juste pour vous dire, donc, je pense que c'est assez intéressant de se rendre compte que c'est pas uniquement la mobilité et ce jour à l'étranger, c'est vraiment aussi donc une internationalisation qui est un peu partout à l'EPF et qui commence pratiquement dès le premier jour à l'EPF. Alors, on a une dernière question pour les étudiants, notamment en binational. Est-ce que vous pouvez faire partie de la vie associative malgré le fait justement d'être en alternance géographique? Théo et après Marie, je te laisserai répondre. Personnellement, en première année, j'ai fait partie de la team com. Je fais toujours partie. Et cette année, je fais partie du BDS, du bureau des sports en tant que responsable handball. Et effectivement, on peut toujours, malgré la formation binationale, être toujours présent dans une association, parce que
l'association, elle commence, par exemple pour le BDS, tout ce qui est campagne, etc. On a commencé alors que même moi j'étais en Allemagne, et pourtant ça ne nous a pas empêché de faire une très bonne communication. Ok. Marie? On peut vraiment être dans la vie associative. Je sais qu'il y a plein de personnes dans la classe qui font partie de différentes associations. On en a qui sont plus à partage, donc c'est plus une association solidaire, etc. On en a qui sont chez les musicos, donc là c'est l'association musicos. Au bureau des jeux aussi, on en a. Donc on est une toute petite promo, mais on arrive quand même à être pas mal dans la vie associative. Puis même en première année, avec la semaine d'intégration aussi, on rencontre vraiment les généralistes et à ce moment-là, on peut voir toutes les associations, participer, se faire des amis en généraliste qu'on va connaître pendant les 5 ans. Même si on part pendant 1 an, on ne se coupe pas de la France, on reste quand même connecté. Donc, on peut vraiment se faire une place dans la vie associative. Ok. Eh bien, écoutez, on va mettre fin à ce live, puisqu'il n'y a plus de questions. Je vous remercie tous. Merci à tous d'avoir écouté également les intervenants. N'hésitez pas, et les adresses mail sont disponibles, que ce soit les responsables pédagogiques ou des étudiants s'il y a des questions. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain live qui portera sur tout ce qui est relation avec les entreprises. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée.